Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis 2 décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, rebaptisée Transat Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. On retrouve Franck Hamas pour la 2e partie de cet épisode d'Into the Wind pour continuer à plonger avec lui avec force de précision et de détail dans le monde de la Coupe de l'América, puis celui des ultimes et plus récemment celui de la classe IMOCA, et vous allez voir, c'est toujours aussi passionnant. Alors côté construction de l'équipe, comment ça s'organise? Comment t'as construit l'équipe? Alors c'est beaucoup plus gros que la Volvo, ou peut-être pas beaucoup plus gros, c'est plus gros que la Volvo. C'est pas forcément plus gros, et mais c'est très similaire dans le fond. La taille de l'équipe est souvent liée à la taille du budget que l'on a finalement. Même si dans le budget finalement c'est soit 80% c'est du salaire de personnes. Donc la construction finalement c'est pas si grand, et donc on le gère de la même façon, au moins avec la même approche, le même état d'esprit, c'est-à-dire chercher des compétences qu'il y a encore disponibles. Et les compétences pour la Coupe América évidemment ne sont pas les mêmes que la Volvo, ne sont pas les mêmes que à l'Orma ou à la course au large, et des compétences dans le design, parce que la Coupe América c'est une épreuve technologique avant tout. C'était plus cette partie-là qui me faisait peur, ou au moins qui était challenging pour tout le monde. C'est créer un design team, un performance team et un short team, ou au moins de construction, qui était au niveau de ce qui se faisait chez nos concurrents, et pas évident parce qu'on arrive 2 ans après, et avec moins de moyens. Ça veut dire que tous les bons, français compris, sont normalement déjà occupés dans des équipes concurrentes. Et alors j'en ai parlé, on a eu un peu la chance de récupérer une partie de l'équipe de Luna Rossa, dans lequel il y a des Français en fait. Dans lequel il y avait des Français, par exemple Stéphane Châtel, par exemple Julien Pilate, Bernard, exactement, et des gars qui sont encore aujourd'hui des piliers d'autres équipes, parce qu'on n'a pas pu les garder en France. Julien Pilate, il n'est pas belge? Et oui, il est belge. Mais la Belgique, c'est la France. Non, pardon. On va avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Et des gars super motivés. On a fait aussi, au début au moins, on a collaboré un peu avec Juan Kumidjan. L'histoire nous faisait qu'on s'appréciait quand même avec Juan, et que il avait toujours des très bonnes idées aussi sur la Coupe América évidemment. Il avait fait la précédente coupe avec Artemis, il était libre sur celle-là. Donc voilà, j'ai essayé de faire fonctionner avec les gars que j'estimais, et en même temps qui étaient disponibles, au moins dans ce secteur-là. C'est en termes de volume de taille d'équipe, c'est plus gros. Il y a une 50aine de personnes, je crois, au final. Vous étiez 50, 60, un truc comme ça. Et puis, oui, à un moment, on était 50, 60 au maximum, mais je pense qu'à la Volvo, on devait pas être loin de ça, finalement. Donc voilà, il y avait des anciens de la Volvo, hein. Il y avait Ben Wright par exemple qui était dans le short team, qui était chef du short team. Mais là, finalement, la partie construction
elle-même, elle était plus petite parce que les bateaux en poids, c'est 2 tonnes. Ça veut dire que c'est pas si long que ça à construire. Il y a évidemment, c'est des bateaux c'est le short team qui est sur le pont en permanence parce qu'on sort le bateau tous les soirs, on le remet à l'eau, on essaye le transformer quasiment pendant les nuits avant de repartir sur l'eau. Donc tout ça c'est extrêmement intense contrairement à la Volvo, mais la pièce elle-même, elle est pas grande. Ce bateau il est léger, les efforts ils sont assez simples. L'équipe sportive, elle est quand même 2 fois plus petite qu'une équipe de Volvo. Voilà, donc sur une coupe où il faut se concentrer, c'est le bureau d'études, c'est l'analyse de performance et c'est le short team qui on sait très bien que la Coupe de l'Amérique, elle se gagne souvent les 3 derniers mois avant la course, et la capacité dans ces 3 derniers mois qu'on a pu avoir accès à ce qui se faisait autour de nous, chez nos concurrents, qu'on a tout visualisé notre situation par rapport à la concurrence. Qu'est-ce qu'on est capable dans les 3 derniers mois de réagir, notre réaction, est-ce qu'on est capable de refaire un foil, est-ce qu'on est capable de changer beaucoup de choses, et ça, les grosses équipes, on voit Oracle, on voit les Néo-Zélandais sur cette coupe-là, ils sont arrivés assez juste avec un concept un peu différent. Mais Oracle a énormément évolué, notamment les 3 derniers mois, et évidemment, ils n'ont pas gagné la coupe, mais ils étaient quand même pas loin. Et tu parles des 3 derniers mois parce qu'en fait, c'est le moment où vous êtes tous ensemble sur place. Oui. Et tu aussi, peux voir visuellement les bateaux naviguer. Voilà, et on commence à voir les formules finales des bateaux. On se met en concurrence avec eux parce qu'il y avait des entraînements organisés ensemble. Donc, on n'avait pas énormément d'espoir et on s'est pas dit on arrive et on va être devant. Donc, on était derrière, effectivement, parce que la coupe, on met un peu d'énergie quand même à voir ce qui se passe auparavant. J'ai pas parlé de ce qui s'est passé, on va en parler peut-être avant d'aller aux Bermudes, mais voilà, c'est là finalement, et c'est vrai dans le monde de l'entreprise, c'est la capacité d'adaptation et de réaction qu'une équipe peut avoir par rapport à la concurrence. Et c'est vrai que c'est un parallèle avec le monde de l'entreprise et qui est vraiment évident. Et c'est pour ça, je pense que ça attire des entrepreneurs, des Larry Ellison, parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait toute leur vie, à l'échelle d'un sport, à l'échelle de quelque chose qui les passionne peut-être plus, parce que il y a de la compétition, il y a des dates précises, c'est plus cadré finalement peut-être que le monde économique en général, et c'est pour ça que ça attire des grands entrepreneurs. Il y a vraiment 2 phases complètement, donc presque une phase en sorte d'anticipation, de travail dans son coin et de pré-préparation, et une phase de ce que tu racontes, complètement différente, où une fois que c'est sur place, il faut être dans la réaction et l'adaptation, quoi. Oui, c'est ça. L'adaptation, on essaye, on l'est dès le début, mais on n'a pas encore des évidences. Donc chacun un peu essaye des choses. Nous, on était évidemment, on n'a pas pu aller aux Bermudes très tôt. Il y avait déjà Artemis et Oracle qui étaient aux Bermudes depuis bien longtemps. Et donc eux ils progressaient parce qu'ils se regardaient les uns les autres. Il y avait aussi Team Japan d'ailleurs, c'était quasiment Team Oracle, mais et eux ils progressaient dans leur coin, et je pense qu'il y avait déjà une compétition qui s'était instaurée entre ces 2 équipes, même s'ils n'étaient pas placés au même endroit dans la baie, mais ils se rencontraient sur l'eau, et donc c'était plus facile pour eux. Et puis il y avait les Anglais qui sont arrivés un petit peu après, et ensuite il y a eu les Néo-Zélandais et les Français, en gros, on est arrivé en dernier. Les Néo-Zélandais, avec leur expérience, qui sont tombés juste sur pas mal de choses, notamment dans les systèmes et parce que l'enjeu qu'on a peut-être mal identifié nous au départ, c'était que la coupe allait se jouer sur l'énergie, sur comment on met de l'énergie dans le bateau et comment on le dépense efficacement, et que la limite c'était justement cette utilisation d'énergie. Et plus on avait une énergie disponible et bien utilisée, plus on pouvait faire des foils instables, et on était un peu en compromis entre l'instabilité du foil et la maîtrise de cette instabilité par l'équipage, donc à travers des systèmes, ou un foil plus autostable, mais un peu moins rapide. Donc ça n'a pas été identifié tout de suite, même si l'équipe de Luna Rossa avait bien dit
Ils ont été assez juste là-dessus en disant on regarde pas l'instabilité, on regarde que la perf et puis c'est à l'équipage de se débrouiller. Ils disent soit, moi je suis pourquoi pas. Le problème c'est que notre partie mécatronique en général était très très peu fournie et que on n'a pas eu les moyens aussi grands que les autres, disons, de contrôler cette instabilité. Et ça c'était notre point faible. Qu'on a gardé quasiment et qu'on a gardé jusqu'au bout, parce que quand on voit les systèmes même de commande des rails qu'on avait sur la barre, c'était très archaïque et on avait je pense 3 ou 4 ans de retard. Et d'ailleurs même sur pour la petite histoire, le seul moment où on a eu une aide d'une équipe étrangère, parce qu'il y avait certains qui nous disaient ouais vous êtes là parce que Oracle vous a permis de l'être. En fait Oracle nous a jamais versé un seul centime sur le truc, mais bon les Néo-Zélandais qui étaient devenus et les Italiens qui étaient devenus nos ennemis suite au vote et au choix de la F50 pensaient qu'on avait été achetés par les Oracle, alors pas du tout. Et par contre à la fin ils avaient plein de pièces de rebut dans leur container de vannes, tout simplement de vannes qui contrôlaient l'ouverture et la fermeture du circuit hydraulique pour contrôler le rake, qui était par rapport à ce qu'on avait sur le bateau, qui était déjà 10 fois meilleur que nous, quoi. Et c'était pour eux quelque chose qu'ils avaient qu'ils jetaient, qu'ils utilisaient plus depuis 3 ans. Et comme et Russell Coutts a été sympa, il a commencé à nous voir naviguer, il dit ouais vous avancez vite, mais alors c'est complètement instable. Je dis oui, ça on s'en rend compte, et qu'on luttait là-dessus. Il dit, vous pouvez rencontrer nos ingénieurs, peut-être qu'ils ont des trucs sur les étagères. Effectivement, on a juste changé les vannes et ça nous a un peu changé la vie sur les 2 derniers mois. Ouais. Parce que la vanne, à la place d'avoir une erreur une vitesse d'ouverture c'était 100 millisecondes. Nous, on avait 300 millisecondes, ils avaient 100 millisecondes. Ils ont prêté un truc à 150 millisecondes et puis celle qu'ils avaient à bord, il devait être à 50 ou un truc comme ça. Donc juste des petits clapets, hein, ça se joue vraiment à rien du tout. Et donc on a trouvé de la vitesse de réaction et de la justesse aussi, parce que nous, quand on ouvrait, on fermait, en gros, elle tombait plus ou moins au bon endroit. Et effectivement, ce point-là, on était quand on sait, en fait, il y avait 2 personnes qui s'occupaient quasiment de ça, qui étaient un peu compétents là-dedans. Nous, on découvrait, l'équipage, il découvrait, et moi compris, toute cette technologie. D'ailleurs, on a bien, comme on savait, on a quand même bien identifié que c'était notre point faible assez tôt, avec notamment des gars comme Mathieu Van Damme qui était à bord et Olivier Herlédan. Olivier qui est assez ingénieur dans sa formation. On a essayé de chercher des solutions. On avait des trucs assez inventifs parce qu'en fait on n'avait pas le droit au pilotage automatique avec une boucle fermée. Une boucle fermée, c'est-à-dire sans action humaine entre les deux. La seule différence, la seule chose qu'il y avait entre l'action humaine et l'appendice par exemple, et le système de commande, c'était éventuellement le temps. Ça, on pouvait appuyer et puis que l'action se fasse 1-2 secondes, on pouvait régler comme on voulait après. Mais par contre, il pouvait pas y avoir un capteur qui automatiquement déclenche le rake ou fasse n'importe quelle d'ailleurs commande sur la partie hydrodynamique ou aérodynamique d'ailleurs du bateau. C'était aussi le cas pour évidemment l'aile. Et donc on avait, comme on avait des très mauvais systèmes pour ça, on avait imaginé plein de procédures temporelles, disons, dans les manœuvres. Et on a progressé un peu comme ça à la fin, en imaginant des chorégraphies de manœuvres et de commandes qui étaient pas trop mal. On avait des gros problèmes pour descendre les foils, par exemple. Au début, on descendait. Je pense qu'on mettait 4 secondes pour descendre un foil jusqu'en bas et empanner, et on voyait les autres sur YouTube le foil il tombait immédiatement, ils empannaient. On était à des années-lumière quand on s'entraînait à Brest de faire ça. Et on s'est dit il faut vraiment trouver des solutions. Et déjà entre Brest et les Bermudes, à Brest on avait le 45 pieds modifié, et aux Bermudes on a eu le vrai bateau. Déjà on avait modifié pas mal les systèmes. Déjà, par exemple, la vitesse de descente du foil, on avait un système assez ingénieux
qu'on a imaginé que les autres n'avaient pas, et c'était pas mal. Et on est arrivé au même niveau de vitesse, par exemple, de descente. C'était déjà un plus. Mais par contre, notamment les meilleurs, ça a été néo-zélandais. Ils ont gagné pour ça. Ils avaient une façon de prendre l'énergie, donc avec les cyclistes qui était très intelligente, et ensuite surtout une façon de consommer cette énergie où ils faisaient qui était très optimisé, une énorme économie et un système de commande alors qui était encore humaine, parce que ça c'était obligé par la jauge, mais en fait l'humain il était juste en train de suivre un point sur un écran. Il jouait au jeu électronique. C'est le réglage de l'aile, c'est ça que tu dis. Ouais, ou du rake. Ou du rake, ouais. Et du coup, en fait, il y avait ça pour le rake aussi. Ouais, j'avais entendu parler de ça pour l'aile, mais d'accord. Et du coup, il avait aucune action maritime dans le fond. Il jouait à suivre son curseur avec le doigt. Et du coup, c'était réglementairement autorisé. Mais ça correspondait juste à un pilote complètement automatique avec un homme au milieu qui suivait avec un doigt. Donc bien joué. Nous, on était à des années-lumière de ça, quoi. Pas l'esprit de la règle, quoi. Ouais, mais il n'y a pas d'esprit de la règle. C'est ce qui est écrit, et c'est ce qui est interprété, et puis ils ont bien joué là-dessus. Et une dernière question sur l'équipe, l'enjeu managérial, entre guillemets, de capacité à animer l'équipe, à la construire, à la faire évoluer, il est aussi important ou plus important que dans les autres projets que tu avais menés? Parce que c'est dur à dire par rapport à la Volvo. C'est le poids du design team, par exemple. Le poids du design team, on sait que c'est très important, mais et donc l'animation du design team, c'est vrai que moi j'y participais énormément, mais en même temps c'est mon goût aussi de le faire. Donc j'aimais beaucoup. Je passais mon temps dans les bureaux du design team en vérité, et je pense, et c'est toujours le cas, que c'est quand même la clé d'une victoire à la Copa América, c'est d'avoir un bateau plus rapide que les autres. Et après, qu'on sait bien utiliser, ça c'est le deuxième temps. On a commencé à utiliser, on va dire, le bateau de ce type-là quand on a fait une session à Brest pendant 4-5 mois à l'école navale. Donc déjà merci de nous avoir accueillis. C'était l'endroit parfait parce que tout le monde était obligé d'être à côté de la tente 24 heures sur 24. Il y avait aucun moyen de loisir à l'école navale. Donc pendant l'hiver, autant dire qu'il y avait que ça à faire, c'était faire du sport et poncer le bateau. Donc voilà, c'était nos activités premières. Donc c'était très bien pour ça, et on a fait des trucs. Voilà, heureusement qu'on a eu, et le plan d'eau d'ailleurs à Brest qui était parfait, qui était même beaucoup plus grand qu'aux Bermudes, aux Plates. Donc la seule difficulté c'était de mesurer les vitesses de bateau parce qu'il y a du courant. Et sur les bateaux volants, on n'a pas de speedo, donc mais on avait avec l'Ifremer, on avait et ça a bien marché, un modèle de courant très pointu que l'on mettait quotidiennement dans le système du bateau qui contrôlait la vitesse. Et du coup, on avait la vitesse surface à partir d'une vitesse fond du GPS. Corriger des modèles de courant. Corriger d'un modèle de courant qui est hyper pointu, parce que modèle de courant en plus c'est en 3D en fait. On croit que le courant c'est en 2D parce que les modèles qu'on utilise c'est comme ça, mais en fait c'est du 3D. Entre la surface et 5 mètres en dessous, c'est pas la même vitesse de courant, et nous on est un peu entre les deux. C'est le problème. Voilà, non mais on a fait plein de trucs assez bien, je pense, avec voilà, et évidemment, on n'avait pas les moyens d'aller voir, comme les autres équipes faisaient, d'aller voir nos concurrents sur place. On regardait tout ce qui se passait par internet. Il faut se dire que cette partie-là, maintenant, sur la prochaine coupe, par exemple, le recon, comme ils appellent ça, c'est intégré à l'organisation, et tout le monde doit ouvrir ses portes avec une équipe qui vient filmer et qui fait son compte rendu vidéo et tout ce qu'on veut d'ailleurs. Donc le Bovien espionnage des temps anciens. Voilà, maintenant il est organisé. Maintenant il est organisé. Il est très organisé. On va sur le site America's Cup maintenant, et on a le recon de toutes les équipes tous les jours. Dès qu'il y a une équipe qui sort, il y a toutes les photos, il y a même les vitesses et tout, c'est assez exceptionnel. Donc on peut plus dire qu'à la coupe on cache les choses, c'est même l'inverse, c'est beaucoup plus ouvert que toutes les courses, les équipes de course au large ici. Voilà, donc, mais à l'époque c'était pas ça. Par contre, il y avait quand même de plus en plus d'utilisation des réseaux sociaux, donc on pouvait quand même voir pas mal de choses, et on faisait ça comme ça. Voilà. Et quel souvenir tu gardes de la partie compétition du coup aux Bermudes, et
ça a l'air de passer. Moi, le souvenir général, c'est que ça passe très très vite. Ouais, ça passe très vite. Plus vite. Il y a peu de manches, au final, on a, en gros, quand on commence la compétition, on peut pas se retourner, quoi. Tout est déjà fait, tout est trop tard quelque part. Donc après, il y a faire ce qu'on a appris au moment faire ce qu'on a appris, utiliser les bons moments, quoi. Utiliser les chances que l'on a de faire un bon résultat. Et des fois, ça se joue sur 30 secondes. Et si on rate l'occasion, on perd une manche. Il n'y a pas beaucoup de manches. C'est assez frustrant parce que on peut se dire que c'est beaucoup d'énergie pour quelques régates et que à la fin des régates, on se dit ça, on l'a mal fait alors que voilà, il nous suffisait 2 semaines de plus, on faisait les choses bien. C'est quoi la courbe de progression? Alors c'était particulièrement le cas chez nous parce que peut-être qu'on partait de plus bas, mais elle est très importante les dernières semaines. Et voilà, si la coupe se faisait 2 mois après, peut-être l'histoire aurait bien changé. C'est ça qui est génial à la coupe. Et donc finalement, on se bat surtout contre le temps en permanence plus que contre l'argent, etc. Et je pense que le temps est un facteur déterminant et il faut savoir gagner du temps en début de campagne. En début de campagne, on a tous l'impression, on est autour d'une table, on sait pas quoi faire. En vrai, on sait quoi faire, mais c'est quand on voit l'intensité qu'il y a les 2 derniers mois et il faudrait arriver à répartir cette intensité sur l'ensemble de la campagne. Et c'est pas facile. C'est là où il faut être bon en début de campagne, se dire voilà, il faut mettre la même intensité qu'à la fin et préparons la fin justement, mettons en place toute la structure pour qu'à la fin on ait cette réactivité, on soit une équipe qui soit capable de réagir à des erreurs qu'on aurait fait nous-mêmes, à des choses que l'on voit chez nos adversaires, parce que c'est ça qui va faire la différence. Quand on voit la dernière coupe Ineos et Ben Hensley entre décembre et la course de décembre qui ne comptait pas et le début de la coupe elle-même, le bateau a complètement changé en termes de performance et heureusement que ça allait arriver dans ce sens. Imaginons que ça arrive un mois après, c'est une campagne complètement foutue, malgré énormément d'argent. Donc ça se joue à pas grand-chose et ça peut être d'ailleurs des choses un peu a posteriori, on dit assez stupides ou des trucs qu'on a ratés et qui n'ont rien à voir avec de la haute technologie. Parce que finalement la voile, c'est pas encore comme la F1, c'est qu'il y a de la haute technologie et en même temps il y a du côté pratique. Comment on met cette technologie sur le bateau, comment on vérifie qu'elle est là et au final c'est quand même le strateux qui est en train de mettre une peau sur le flap, et s'il a mal collé ou s'il se dit ce que m'a dit le bureau d'études c'est une connerie, je sais que ça va pas tenir, et qu'il laisse faire parce que la communication est mauvaise. À la première régate il dit rien, le bateau marche pas, mais il sait pas que ça vient de là et finalement ça vient de là. Et c'est pour ça que on en revient toujours à la réussite vient quand même de cette cohésion et de cette et ces échanges qu'il y a entre toutes les strates de l'équipe, et qu'il faut associer celui qui va construire, il faut associer celui qui va utiliser, donc ça c'est les marins, hyper tôt pour qu'ils comprennent les choses déjà. Les marins c'est important qu'ils comprennent dès le début, et celui qui va construire, il va avoir ça peut être souvent le cas, une meilleure idée que celui qui dessine, quoi. Même celui qui dessine, il a la vision théorique de qu'est-ce qu'il faut faire, mais il a certainement pas une très bonne vision de comment le faire. Et comment le faire, voilà, c'est pour ça que c'est très important de mettre en avant le short team en général, ça soit le constructeur ou ça soit le short team en lui-même qui va poncer tous les soirs le foil, au même niveau de compréhension et de valorisation aussi. Je pense que on dit beaucoup sur la précédente coupe que l'une des grandes forces de TNZ était justement le dialogue qu'ils avaient réussi à instaurer entre les navigants et le short team, quoi. Et le short team et le design team. Une de leurs grandes forces, quoi. Ouais, et puis ça reste la clé. Ça reste la clé. Il faut que les navigants ils se prennent pas pour des stars et qui comprennent que leur boulot commence pas derrière la barre, mais commence justement dans la motivation de celui qui va leur permettre d'aller vite, c'est-à-dire l'ingénieur ou le strateux. Et qui comprennent les instruments qu'ils ont en main, qui les développent ensemble, qui comprennent les difficultés. Il n'y a pas pire qu'un navigant qui dit ça marche pas, vous me faites chier.
débrouillez-vous pour que ça marche. Non, le navigant, il est dans la même mauvaise histoire, si c'est une mauvaise histoire, que celui qui a construit le truc. Il faut trouver le problème ensemble, quoi. Et c'est comme ça, je pense que il faut travailler. Donc voilà, donc essayer au maximum évidemment de mettre une cohésion entre toutes ces strates de la performance, et que les gens se comprennent un peu le boulot de l'autre, comprennent les problèmes de l'autre, pour trouver des solutions tous ensemble. Et la solution, c'est pas parce que c'est ton domaine, c'est pas parce que tu es responsable que d'une partie, mais c'est pas parce que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre que finalement c'est pas un peu ta responsabilité aussi. Et il faut surtout pas cloisonner les choses, et voilà. Et les marins, c'est sûr, c'est ceux qui sont face à la caméra et dans les médias, mais notamment à la coupe, on peut dire, c'est pas forcément eux qui vont gagner la coupe, quoi. Ouais. C'est ceux qu'on voit pas qui ont gagné la coupe. C'est les Guillaume Verdier, c'est les Dan Bernasconi qui ont gagné la dernière coupe. Et chez TNZ, justement, ça se passe bien, c'est que Peter Burling, il adore la technologie, il y va avec eux, il travaille avec eux. Il va dans les bureaux, il essaye de comprendre le bateau très très tôt. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut évidemment gagner la coupe. Là, Ineos, par exemple, ils fonctionnent avec eux, ils ont pris un énorme risque de se dire on va donner toutes les clés à une équipe de Formule 1, et c'est vrai qu'il y a un peu le même état d'esprit. Par contre, c'est quand même pas Mercedes. Et Alinghi fait un peu la même chose avec Red Bull. Beaucoup moins. Alinghi, leur équipe, c'est des anciens de la coupe, et c'est ceux qui ont l'expérience de la coupe. Mais il y a un partenariat marketing, et puis pourquoi pas des échanges, mais ils utilisent plutôt Red Bull comme un outil, j'imagine, hein. Je suis pas non plus avec eux. Mercedes a un peu plus, Mercedes a les clés en main, sauf quelques sachants comme Martin Fischer, comme Nat Cheever qui sont avec eux, mais on a l'impression que c'est pas eux qui sont les maîtres du destin, quoi. Donc à voir comment ça se passe, mais je pense que c'est quand même un risque. Et le fonctionnement à Alinghi, bon, je parle des challengers, doit être un peu meilleur, mais bon, en même temps, ils ont l'expérience aussi d'avoir gagné des précédentes coupes. On va venir à la coupe actuelle dans un instant, mais juste sur 2017. Sur 2017, non mais quel souvenir tu gardes au final? L'apprentissage a été extrêmement important, mais est-ce que ça génère pas de frustration, toi qui justement a plutôt une culture qui est d'avoir des résultats, de se battre, on voit les millions d'euros investis, le temps passé. Est-ce qu'il n'y a pas de frustration d'abord de la brièveté de l'exercice d'une part sur l'eau, et ensuite, c'est pas le cas de la Volvo travaille longtemps, mais après tu navigues longtemps, même parfois très très longtemps. Mais là, est-ce que tu n'avais pas un peu de frustration à l'issue de cette première édition? Oui, si la définition de la frustration, c'est se dire quand on fait le bilan, j'aurais pu faire ça mieux. Oui, j'ai j'aurais pu faire ça mieux. Personnellement, ou l'équipe dans son ensemble. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir tellement appris, quoi. On a appris, on a traversé des situations qui étaient vraiment extrêmes. En février, il faut quand même se dire, alors que la coupe a été en juin, on avait des discussions financières avec Groupama, où on savait pas si on n'allait pas annuler la coupe quand même. Et ça, c'était le 25 février. Je me rappelle très bien, on était en stage d'entraînement en montagne avec les navigants, et moi, évidemment, j'ai protégé tout le monde, mais moi, j'avais des coups de fil en disant, il nous manque 4 millions, on sait pas comment faire, et on les a pas, quoi. Ça veut dire qu'on peut plus payer les gens. Donc, quand on est dans cette situation, alors, malheureusement, moi, ça m'a affecté. Il y a d'autres équipes comme TNZ où c'est pas du tout le problème d'un navigant. Par contre, Ben Hensley, c'est quelqu'un qui avait aussi tout en charge de A à Z, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Et moi, c'était dur, hein. À un moment, je savais pas si la semaine suivante, on n'allait pas bloquer les containers en France et qu'on n'allait pas les emmener aux Bermudes. Je me suis dit, c'est pas possible que Groupama fasse ça, mais en même temps, c'est vrai qu'on avait un problème budgétaire et pas assez bien anticipé. Et donc c'était très difficile. Ça a été presque un miracle de commencer à naviguer là-bas. Et à partir de là, on savait qu'on allait aller au bout. On a beaucoup navigué là-bas. On a fait ce qu'on a pu. Je pense ce qui s'est passé aux Bermudes, il n'y a rien à regretter. Ce qu'on a mal identifié auparavant, c'est sûr qu'on aurait pu identifier
un peu mieux les priorités techniques, mais bon, ça, je pense que ça arrive à tout le monde. On n'a pas été aussi malin que TNZ dans le concept général. Le concept général, au départ, on n'avait pas, je veux dire, le recul et le temps nécessaire pour faire comme on a fait à la Volvo, pour se dire tiens, on se lance dans un concept, on y croit. À la rigueur, quand on a dessiné le bateau, on s'est juste dit on va essayer de faire au moins aussi bien que les autres, certes, mais on va pas se lancer dans un concept feuille blanche. On va récupérer ce que Luna Rossa a déjà un petit peu appris quelque part avec les gars. On a poussé dans certains domaines et je m'y suis impliqué vraiment parce que je croyais sur des systèmes et tout où c'était des parties bloquantes tout simplement. À un moment, quand on a commencé les dessins avec les premiers systèmes que Luna Rossa avait d'ailleurs développé, on avait un shaft, il était droit au moins à courbure constante. Très vite, on voyait que les autres commençaient à faire des courbures non constantes sur le shaft. Et on avait un système qui était complètement bloquant, qui nous permettait pas de le faire. Et ce genre de choses, déjà, ça a été une épreuve de se dire, on change notre fusil d'épaule. Et ça, c'était 1 an et demi avant déjà. Et il a fallu faire la guerre à ceux qui faisaient les systèmes en disant, eux, il fallait qu'ils revoient tout, quoi. Et là-dessus, on était aussi très en retard. Quand on a vu les systèmes des autres, quand on est arrivé aux Bermudes, on était à une génération d'écart. Mais bon, c'est le problème quand on fait effectivement un dessin chez soi, et qu'on n'a pas été aidé comme on aurait pu à un moment de se dire on va acheter un dessin à côté, mais on voulait, c'était peut-être trop ambitieux, on voulait créer un début d'histoire à la TNZ avec une équipe française qui rebondirait sur la campagne suivante, etc. Et donc il fallait créer quelque chose. Si on commence à acheter des photocopies, on n'apprend pas grand-chose. Ça c'est le problème d'acheter des photocopies. Par contre, on a peut-être moins de risques, on a peut-être plus de chances en achetant des photocopies d'être performant. Alors le groupe ne va pas réussir à enchaîner sur la coupe d'après. Mais on a appris, alors on va parler un petit peu d'actu, que la seule information qu'on a, c'est que la France, via Stéphane Candler, Bruno Dubois, qui était dans l'équipe Bruno Dubois, qui était effectivement qui a remplacé Stéphane Guibaud dans le rôle, qui était le team manager, quoi. Team manager de Team France, exactement. Et se sont associés et il y a un défi qui est porté par la Société Nautique de Saint-Tropez. Et qui est inscrit, qui a payé les droits d'inscription pour la Coupe d'Amérique. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant, formellement. c'est de notoriété quasi publique, t'es impliqué dans ce projet-là, donc je pense que l'annonce n'a pas été encore faite, elle sera faite plutôt d'ici la fin du mois de janvier. Donc je vais pas te demander de nous révéler ce que tu ne sais d'ailleurs peut-être pas forcément tout, mais je voudrais que tu nous dises c'est quoi les perspectives avec cette coupe-là, avec ces bateaux-là qui ont complètement changé par rapport à la coupe qu'on vient d'évoquer, et comment tu vois ce projet français. Est-ce que ce sera une fois de plus un projet qui va courir après le temps? Alors il court déjà après le temps, un petit peu en retard. Je pense que tu vas pas me donner de chiffre de budget. Je peux toujours essayer de te demander, mais tu vas pas m'en donner. Mais pas réellement. Comment se profile un peu ce projet et surtout cette coupe avec ces bateaux-là, quoi. Voilà. Pour revenir en début d'histoire, c'est Stéphane Candler, effectivement. J'en ai parlé un petit peu, qui est déjà en 2014 ou 15. Il avait cette motivation de revenir, et puis auparavant. On n'a pas le DCN. Areva, oui, aussi. C'est ça. Et donc il a toujours eu cette idée de revenir dans la coupe, et notamment sur les 2 dernières années, il a travaillé pour trouver un budget pour le faire, une organisation pour le faire, des personnes pour le faire. Il s'est associé avec Bruno Dubois il y a plus d'1 an sur le sujet, et avec cette certitude. Et on peut lui reconnaître qu'il n'abandonne jamais, cette certitude de trouver les moyens de partir, avec beaucoup d'ambition au début. Évidemment, si plus le temps passe, plus c'est difficile d'avoir une ambition quand on n'a pas le temps et l'argent. On en revient toujours au même problème, mais qu'ont les autres. Et Stéphane, visiblement, il s'est engagé donc très récemment en payant l'inscription. Ça, c'est quand même une marque de certitude pour cette campagne-là. C'est comme
quelque part, ce qui va manquer, c'est de trouver les meilleurs profils qui sont déjà évidemment en train de bosser ailleurs. Mais comme il avait cette certitude il y a 1 an et demi, il a quand même pu agréger autour de lui et de Bruno. Il a des profils, je pense, très intéressants. Qui ont l'expérience, qui ont surtout une motivation, parce qu'on sait très bien ceux qui sont là aujourd'hui dans une équipe française, ils sont pas là pour l'argent. Ils sont là pour l'amour de la Coupe de l'Amérique. Et ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux et qu'on veut tous. C'est juste oui. pour préciser, hein, les salaires de la Coupe sont les salaires les plus élevés de la voile dans le monde, hein, y compris chez les oui. designers. Hein, c'est ouais. Oui, probablement, ouais. Probablement. Ouais. Après, moi, je n'ai pas les salaires de tout le monde. Non, mais t'as dû en payer, t'as dû voir des gens partir ou t'as dû essayer de débaucher des gens. C'est sûr que nous, on pouvait jamais se mettre en compétition là-dessus. On parle d'écart de 1 à 4, quoi, hein, largement. Comment ? On parle d'écart de 1 à 4 entre certains salaires. Parce que c'est l'écart de 1 à 4 entre les budgets de petites équipes et de grosses équipes. Je sais pas si c'est un chiffre à donner, mais je sais que le niveau de vie de Alinghi, c'est 1 million par semaine quand même. Parce que ça coûte, alors tout compris, étalé sur le temps, etc. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des 120, 130 millions pour certains. Mais il faut pas se limiter à ce chiffre-là. Je pense que c'est pas ça non plus qui fait la performance. Il faut se concentrer sur l'efficacité de l'euro dépensé et il peut y avoir beaucoup de déperditions. On a vu chez American Magic qui avait un budget illimité. On sait qu'il y a eu beaucoup de frustration dans leur équipe. Ils avaient tout pour faire bien et ils l'ont pas fait. En plus, en ayant une frustration énorme avec beaucoup de personnes qui voulaient pas revenir, quel que soit le prix. Donc ça, c'est qu'il faut éviter évidemment sur une équipe française qui arrive tard avec un budget qui va être certainement limité. Mais dans tous les cas, en France, on a quand même la chance d'avoir très rapidement des moyens de production déjà de très très haut niveau avec les chantiers que l'on connaît en Bretagne et qui font d'autres bateaux grâce à la course au large de très haut niveau. Faut pas croire que le bateau de la Coupe c'est un bateau si compliqué, notamment en construction de coque ou de mât, c'est relativement extrêmement connu. Voilà, par rapport à un IMOCA, il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, il y a moins de surface sur un bateau de la Coupe de coque que sur un IMOCA. Voilà, ce qui est compliqué, c'est les systèmes, c'est les contrôles. Et c'est presque un nouveau métier qu'on maîtrise pas très bien. C'est compliqué pour un Français, c'est un peu la mécatronique que l'on maîtrise peut-être moins en France parce que sur les bateaux de course au large, c'est pas quelque chose qui nous est encore aussi indispensable. Aussi parce que quand même les pilotes automatiques de base, à part pour faire le lacet, c'est interdit quand même sur la course au large. Bon là-bas. À la Coupe, c'est aussi dans le fond interdit, sauf que comme on sait que la différence, elle se fait beaucoup là-dessus. J'ai expliqué le système des Néo-Zélandais. Il y a moyen pas de contourner, mais de faire avec une règle qui est quand même restrictive dans le sens où c'est toujours l'humain qui doit contrôler et apporter de l'énergie au bateau et qui doit contrôler cette énergie et la commander. Il y a quand même moyen de faire des choses assez extraordinaires quand je rentre un peu dans les dossiers que j'ai pu voir. J'ai l'impression que le plus gros développement ces 2 dernières années, c'est pas le foil et savoir voler, c'est comment commander le foil, comment commander la voile, comment s'adapter en dynamique aux conditions extérieures. Et c'est là-dessus que le prochain vainqueur va gagner la coupe ou pas. Et c'est pour ça que notamment les voiliers, la façon de structurer une voile, de comment on peut entre une sortie de virement et la ligne droite, comment on va transformer complètement son bateau en quelques secondes pour avoir toujours la partie aéro optimale par rapport à la vitesse du bateau. Toutes ces choses-là, c'est là où il y aura des différences. On voit que les arrivées de la dernière coupe, c'est souvent à moins de 20 secondes. 20 secondes, c'est quand même
ou 25 secondes, c'est rien, quoi. Ça se joue peut-être que sur les virements et pas du tout sur une vitesse de ligne droite, par exemple. Voilà, donc il faut évidemment être bon partout. C'est ce qui est passionnant dans la coupe, c'est qu'il faut être bon partout et que surtout en face de nous, on sait qu'il y a les meilleurs au monde dans cette discipline. Qu'est-ce que tu penses des bateaux, pour le coup, qui ont vraiment complètement changé sur la dernière et qui sont... Ouais. Il y a eu plein de scepticisme quand on a vu le premier 3D du bateau prévu. C'était assez marrant parce que on sait par ailleurs que finalement c'était une promesse de TNZ auprès de Bertelli qui était Luna Rossa et le Challenger of Record souhaité et organisé par TNZ aux Bermudes. Ils voulaient absolument que ça soit Bertelli qui devienne Challenger of Record parce que Luna Rossa, après avoir abandonné son projet, a aidé TNZ à finir la coupe. Donc la contrepartie, c'était si la contrepartie, fera un monocoque. C'est naturel. On sera Challenger of Record. Voilà, exactement. Et je veux que ça soit un monocoque. Et je veux tellement que ça soit un monocoque parce que je pense que Bertelli, dans son esprit, il voulait refaire une coupe style des années, non quand même pas, peut-être Classe America d'avant 2010 avec 15 personnes à bord, on envoie le speed, de la manœuvre, c'est esthétique, hein, c'est sûr, c'est un peu rétrograde, mais bon, ça, voilà, il y en a qui prennent beaucoup de plaisir à faire cette voile, à la regarder, donc mais c'est vrai que ces 15 dernières années, la Coupe de l'América, peut-être enfin d'ailleurs, est devenue la vitrine de ce qui se fait de mieux en technologie en voile. Auparavant, c'était quand même les IACC allaient à dîner au pré, quoi. Donc aujourd'hui, un classe 40 va à dîner au pré, c'est pour dire. Ce qui est un peu dommage. Donc avec tout ce cahier des charges, et je pense que d'ailleurs Guillaume Verdier n'est pas étranger à ça, ils ont conçu un bateau, donc cahier des charges de Bertelli, c'était un monocoque, avec un truc assez bizarre. Par exemple, c'était l'obligation d'avoir des winches pour régler la voile d'avant. Donc pas avoir de truc de voile d'avant autovireuse. Donc il y avait 2 winches, monocoque, une taille voulue. Et puis donc ils sont rentrés dans ce cahier des charges tout en complexifiant finalement énormément ce qui a été fait en 2017, alors que Bertelli était un peu contre ces bateaux volants, etc. Mais c'est resté du coup des bateaux volants en monocoque comme promis, et c'est des bateaux qui coûtent 3 fois le prix des F50, qui vont peut-être un peu plus vite, pas beaucoup plus, mais en tant que concepteur ou marin, c'est des bateaux qui font aussi rêver largement autant que les catamarans à foil. Ça change quelque chose par rapport à l'enjeu technologique qu'est une coupe? Non, c'est de plus en plus complexe. C'est encore plus complexe. À mon avis, c'est plus complexe. Les efforts, ils sont plus gros. C'est des bateaux plus puissants, plus lourds, plus de surface de voile, et parfois plus rapides. Donc ça, c'est plutôt tactiquement. Bon, tactiquement, ça reste assez proche de 2017 finalement. C'est pas diamétralement opposé. Les parcours sont un poil plus longs quand même. Et ils ont gardé le concept de banderie. Etc. Donc je trouve ça bien parce que c'est les limites du parcours, de l'aire de jeu. Quoi dire là-dessus, voilà. Et technologiquement, le principe est le même. Ça veut dire voilà, il y a toujours cet aspect mécatronique hyper important. Commander les surfaces aéro-hydrodynamiques de la façon la plus optimale, la plus rapide, la plus réactive possible, avec un équipage qui auparavant, donc là ils étaient 12, on passe à 8, ou ils étaient 10, on passe à 8, je sais plus. Donc ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois il y aura moins de personnes à bord, et les cyclistes sont à nouveau autorisés, ils étaient interdits la fois précédente, voilà. Mais sinon, les foils, la surface des foils a un petit peu grandi, ils ont un petit peu maigri en poids, parce que c'est des foils qui sont en même temps quilles sur ces bateaux. Ça veut dire que le bateau est auto-redressable s'il chavire. Ça, c'est un des avantages avec le catamaran. Et il n'y a pas d'aile rigide dans un but justement d'affaler une voile et de rentrer au port sans avoir cette aile qui traîne. Sur une double peau, et du coup c'est sur une double peau, etc. Par contre il n'y a pas de système en haut particulier, il n'y a qu'une baume en bas, et voilà, et un mât monotype. Ouais, j'avais bossé il y a quelques années aussi, mais
Il y a des petites différences, ce qui veut dire que le nouveau bateau de 2024, sur le papier, il est plus rapide que celui de 2021, notamment grâce au foil et au poids gagné, et les bastacs seront enlevés, par exemple. En aéro, ça sera peut-être un peu mieux aussi. Voilà, d'autres enjeux, et ben voilà, c'est challenging pour ceux qui s'y attaquent, et les bateaux sont forcément intéressants. Je crois, moi j'ai jamais navigué ce genre de bateau, je crois que ça procure des sensations assez extraordinaires. Tout le monde qui est passé dessus, il dit c'est un cran au-dessus du catamaran. Les F50 qui sont déjà géniaux en soi. Et voilà, mais c'est plus gros, c'est quand même des bateaux plus gros avec des gros efforts qu'il faut maîtriser. Bon, on attend avec impatience les annonces de fin janvier pour reconnaître ton rôle précis. On imagine que ça sera forcément un petit peu du côté du développement, mais on attendra la fin janvier. J'espère que Caroline Muller qui nous écoute validera a posteriori. Je sais pas. Tu ne sais même pas qui c'est. Je sais même pas. C'est la responsable communication que je connais très bien français, voilà. et ravi qu'elle fasse ça parce qu'elle le mérite. Voilà. Quand on avait fait notre fameux premier épisode, en 2019, tu venais d'arriver à Gitana, donc tu avais bien raconté l'entrée et le recrutement du duo que tu as formé avec Charles Caudrelier. On va pas refaire toute cette expérience, mais je voudrais quand même que tu nous racontes un petit peu, que tu nous fasses un bilan des 3 saisons. Ça fait ça, 3 saisons passées chez Gitana, où c'est assez simple, vous avez gagné toutes les courses auxquelles vous avez participé, à commencer, plutôt pour finir, avec la route du Rhum, de Charles. Quel bilan tu fais de cette expérience sur ce bateau magnifique, mis en lumière par Yann Rioux très régulièrement et son équipe? Quel bilan tu tires de cette expérience? D'abord le duo, d'une part, et puis ensuite, après, sur la fin, le sorte de passage de relais avec Charles qui fait la route du Rhum tout seul et toi qui le route, alors que ça avait été l'inverse en 2010. C'est un bilan forcément positif. Quand on aime la course, quand on aime la compétition, effectivement, on a eu des très très bons résultats. Avec Charles, on est arrivé peut-être dans une bonne situation, dans le sens où le bateau commençait un petit peu à avoir ses problèmes de jeunesse derrière lui. Même si on est arrivé, il venait de reconstruire le flotteur cassé à la route du Rhum 2018. Ils avaient fait une Transat Jacques Vabre auparavant où ils avaient eu pas mal de problèmes sur les foils. Donc on est arrivé, notre première vraie course c'était la Rolex Fastnet avec une arrivée à quelques secondes. Donc c'était assez marrant de commencer un peu le projet comme ça sur François Gabard et Massif. Et donc François, c'est sûr que c'était l'homme à battre à cette période-là. Donc on était content que ça commence comme ça. Mais moi, ce que j'ai ressenti quand on est arrivé, c'est que l'équipe avait été très frileuse, j'ai l'impression, vis-à-vis de toutes les casses qu'ils ont eues. Au début, l'enjeu, c'était fiabiliser le bateau. Et on oublie un petit peu, on oublie. Au moins, j'ai l'impression que c'était pas dans les priorités de optimiser le bateau. Parce que le bateau est très bien pensé en soi. Au départ, le premier jet du bateau, je pense, a été très bien imaginé par Guillaume aussi Verdier. Donc, il fallait juste le finir, quelque part, le finir avec les petits boosts qu'on pouvait mettre. Donc, on a tout de suite avec Charles, il y avait aucun souci, on était dans la même longueur d'onde, mais il a fallu un peu remettre en confiance l'équipe, j'ai l'impression, l'équipe BE, l'équipe technique, pour se dire on avance, et que la fiabilité et la performance, c'est pas des trucs antagonistes. Au contraire, quand on est performant, à la rigueur, on pousse moins sur le bateau. Quelque part, on n'a pas besoin de le martyriser pour gagner des courses, et c'est ça qui est bien. Donc on a tout de suite, j'ai l'impression assez vite, ça a été une bonne surprise avec Charles de se dire après un mois d'entraînement, on a quand même trouvé des manettes, On a l'impression que déjà on progressait, on avait quand même des certitudes qui s'étaient créées sur le bateau, dans la façon de régler les foils, la façon même de se projeter sur une foil V2, parce que quand on est arrivé, il y avait un foil V2 qui était soi-disant dessiné. Puis quand on est arrivé, on a dit en gros, attendons avant de le faire.
On va peut-être partir sur un autre cahier des charges. Effectivement, on n'est pas parti sur un autre cahier des charges. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à faire ce foil V2. Et après, il y a une mise au point un peu longue. Voilà, donc la première année, ça a été assez magique dans le sens où tout nous a à peu près réussi. La fiabilité, elle était finalement là. Et que les problèmes de fiabilité, alors c'est sûr que le bateau, je crois que quand on est arrivé, on nous a dit on a rajouté 600 kilos de carbone pour tenir les étraves. Donc là-dessus, on n'était pas content quand on rajoute 600 kilos, mais très vite, on s'est aperçu que par rapport à la concurrence, ça allait vite, quoi. Ça allait vraiment vite et du coup, ça simplifie un peu la régate. Ça, c'est évident, mais il a fallu du temps pour aussi pousser le bateau de plus en plus. Je pense que Charles et avec moi l'an dernier, quoi, Charles cette année, on pousse le bateau bien plus loin parce qu'on a confiance dans la façon de le toiler, dans la façon de passer à certaines vitesses dans de la mer, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais dès la première régate, dès la première à la Bresse Atlantique, c'était quand même top. Bon, on s'est quand même arrêté, mais les autres ont eu d'autres problèmes, mais bon, voilà, ça a été une belle histoire avec Charles. Je l'ai trouvé tout de suite très performant sur ce type de bateau. Il n'avait pas forcément une grande expérience finalement sur le multicoque en équipage réduit, mais même s'il avait fait quand même une Jacques Vabre. Il avait fait du mode. Ouais, il avait fait du mode, mais sur un bateau volant, il a bien appréhendé le truc. On avait ses idées au départ, mais on a assez vite convergé sur la façon dont il fallait régler le bateau, la façon dont il fallait le développer. On a fini tout ce qui était aérodynamisme dès la première année d'ailleurs. Dès l'été, on a mis nos carénages de bras arrière, et ce qui a donné déjà esthétiquement de la gueule au bateau. Et je suis persuadé que ça a donné aussi de la perf beaucoup. On a fait de la handplate, on a de baume, on a travaillé, on a fait une V1,5 de foil. Bon, toutes ces choses-là, ça veut dire que l'équipe était en situation et en structure capable de faire progresser le bateau assez vite, avec un très bon boulot de Pierre Tissier qui recule devant rien, en fait. Pierre Tissier, c'est le responsable technique, qui est un ancien du Groupama Sailing Team. Exactement. Qui avait construit moi j'aime bien Pierre, c'est que même j'attends qu'il me dise non mais ça c'est vraiment pas possible ce que tu me demandes. Ah bah lui des fois il me dit ouais c'est possible dans le temps. Dans d'autres équipes t'as l'impression que c'est un peu plus long. Donc Pierre est capable d'être très ouvert là-dessus et tant mieux. Donc voilà, on a fait bien évoluer le bateau et on a eu la réussite qui nous a permis de gagner aussi les courses. Sur 3 saisons comme ça, tu sais quantifier le gain de vitesse ou le gain ou le. On l'a pas fait, mais on l'a pas réellement fait. On aurait pu. Comment on incarne le développement, quoi. Comment on concrétise le fameux développement dont on parle toujours. ça se traduit comment? J'ai essayé de le faire pendant le Covid quand j'ai eu du temps. J'ai regardé toutes les modifications qu'on avait sur le bateau, donc les modifications que l'on étudie évidemment virtuellement sur les modèles auparavant, et puis je faisais il y avait un gain en Newton tout simplement à la fin de chaque modification dans tel cas. Donc j'ai essayé c'était bien parce que ça permet de comparer, d'hiérarchiser une modification sur un aéro par rapport à une modification sur un hydro, modification sur le poids, et du coup ça permet d'être bon dans les priorités. Et c'est là où c'est là où on se rend compte que l'aéro sur ces bateaux-là est de plus en plus importante. Les gains qu'on peut faire en aéro, ils commencent à être plus importants que les gains en pur Newton, hein, de ce qu'on peut faire en dessous. Donc ce genre de choses, dans certains cas, c'était voilà, quand on avait un gain de 400 Newton, c'était un très bon gain, par exemple. Et ça veut dire qu'il faut y aller de façon sûre. En dessous de 40, on va dire, c'était moins utile. Mais je sais pas, sur des nouveaux foils, sur la théorie, parfois on gagne au-delà de 1000 newtons, quoi. C'est assez impressionnant ce qu'on peut gagner. Alors ça reste des modèles malheureusement. Et 1000 newtons, ça fait 3-4 nœuds au-dessus de 35 nœuds, quoi. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et là on voit bien les vitesses au portant au VMG. On est très facilement à 38 nœuds avant, voilà, quand on faisait 33, 34 de moyenne, on était content. Là, sans rien faire à bord, juste en bordant les voiles, ça va en 38, quoi. Alors, parce qu'il y a des nouveaux foils, parce que la cavitation, c'est quand même un vrai problème. On a été confronté de plus en plus, parce qu'en ayant amélioré tout le reste, on voyait que la cavitation, c'était un mur, et qu'il fallait
il faut vivre avec, parce qu'il y en a toujours à un endroit. Si on fait un truc complètement non cavitant, en fait, on n'arrive pas à atteindre cette vitesse de cavitation, parce que tout est très mauvais, quoi. C'est quand dans l'écoulement de l'appendice, il y a une bulle qui se forme, et ça. Ouais, c'est que le pic de dépression autour de l'appendice, il est tellement important que l'eau se transforme en gaz, et que l'écoulement est cassé autour de l'appendice. Donc la portance, elle se perd pas réellement, mais par contre la traînée, elle augmente de façon exponentielle. C'est pour ça que c'est comme un mur, c'est comme un mur du son qu'on n'arrive pas à franchir quand la cavitation elle est petite. On fait avec. C'est comme si on avait une algue en plus quelque part, et on arrive quand même à accélérer. Quand elle est très grosse, à un moment on s'arrête. Mais donc voilà, c'est toujours trouver le compromis. À la coupe, c'était entre l'instabilité et la vitesse, et puis là c'est entre la cavitation et donc les vitesses au-dessus de 40 nœuds et les vitesses à 25-30 nœuds. Il faut faire attention à pas faire un bateau pour des vitesses à 45 nœuds, parce que on se rend compte que les moyennes, même sur la route du Rhum, ça reste en dessous de 30 nœuds encore aujourd'hui. Donc il faut quand même pas oublier le quotidien, et que les bateaux où on gagne des courses, c'est souvent entre 25 et 30 nœuds, celui qui est meilleur au pré, etc. Donc ça reste des vitesses encore relativement basses, mais comme d'habitude, on est excité quand on voit 40 nœuds, 45 nœuds, mais la qualité du bateau pur, c'est pas la vitesse de pointe. Voilà, mais on a joué là-dessus, donc maintenant on arrive régulièrement à des vitesses assez hautes, et ça c'est extrêmement visible quand on navigue aujourd'hui. Après il y a la facilité, il y a est-ce que le bateau est sain dans telles conditions, ce qui permet à un solitaire notamment de le mener à haute vitesse sous pilote automatique. Des fois on s'excite sur des gains entre 35, 38 nœuds, quoi, dans des zones où il peut y avoir de la cavitation, etc. Et puis on se rend compte que de toute façon, quand on est le pilote, c'est pas entre un barreur et un pilote, c'est 5 nœuds qu'on perd réellement, quoi, et on le voit tous les jours. Et là, on a travaillé très tôt. Nous, au début, quand on a commencé à naviguer avec le bateau, sous pilote, j'ai dit, mais jamais, moi, je laisserai le bateau avec tout seul, quoi. Il faut tellement le dégrader. Non, c'est pas ça. Il faut dégrader le bateau pour avoir une certaine confiance sous pilote automatique. Ah oui. Et très vite on a travaillé sur le pilote. Ça a été à chaque fois une extrême limite, parce que même pendant la Brest Atlantique, on avait donc imaginé une surcouche avec Pixel, etc. Et puis ça marchait pas encore très bien, et puis la dernière version, en gros, on l'a mise à Brest avant de partir. Bon, j'exagère, mais c'était presque ça. Et on s'est dit, bon, ça reste du double, on va passer notre vie à la barre, c'est pas très grave, on va barrer beaucoup. Ce qui est quand même assez épuisant en double avec ces bateaux, parce que même en équipage, on a du mal à vraiment barrer 24h/24. Et puis quand on a commencé à rentrer dans les alizés, on a commencé à mettre ce mode qu'on venait juste de mettre en place sur le bateau. Et je me rappelle, sortie de quart, je sentais que ça allait vite. Puis je sors et je vois Charles, je croyais qu'il était à barre. Puis il était assis, je dis, oh, putain, ça va bien. Il me dit, ah ouais, j'ai trouvé, ça m'a, en fait, la surcouche, elle m'a super bien. Et ça, c'est une super nouvelle, tu vois. Et je me rappelle, c'était en pleine nuit où on avait du mal à barrer. Et puis voilà, tout ça pour dire, c'est que travailler sur un pilote, et des fois c'est assez bête, c'est juste écrire l'algorithme, ou au moins écrire, ou traduire ce que fait le barreur intellectuellement quand il barre, le traduire en pilotage automatique. Et on a réussi par exemple là-dessus avec Charles à faire ça très vite. En quelques réunions avec Pixel, ils nous ont sorti quelque chose, et je pense que ça c'est autant gagné que changement de foil, quoi. Et autant dire, c'est pas le même prix, hein. Et on se rend compte même dans les derniers entraînements cette année contre certains concurrents, et Charles il en est tout à fait conscient, que quand tout le monde barre, les bateaux sont assez proches, et puis quand on a fait les tests, quand on met tous les deux le pilote, il y en a un qui commence à perdre 2-3 nœuds, c'est pas un petit nœud, quoi, par rapport à l'autre. Et donc on se rend compte que souvent où on gagne, c'est qu'on priorise bien les choses. On va dire où on perd, c'est qu'on priorise très mal les choses, et on met pas l'énergie, les moyens du bon côté, et on se noie dans des considérations qui sont pas les bonnes, quoi. Et voilà. Donc, et le fait de travailler à deux avec Charles notamment,
ça a été de débattre. Et voilà, on a des fois des idées arrêtées tous les deux, mais on s'écoute, c'est ce qui est important. Et ça permet des fois de se dire ouais, il a raison, et surtout de trouver des bonnes solutions. Et de prioriser les choses et de se dire bah, c'est là qu'il faut gagner. Et donc on a essayé et on a été assez juste là-dessus, j'ai l'impression. Jusqu'au bout et jusqu'à maintenant, quoi. Et ce modèle de duo qui est original hein, aujourd'hui, finalement il a été très vertueux, quoi, très fructueux. Oui, il est très, très fructueux. Après, c'est une question de personne, j'imagine, comme dans toutes les équipes, parce que à s'entendre quand même. Duo, pas des duos, en course en solitaire. De toute façon, on est seul à bord. Et il y a des duos qui se forment ou des trios quand on est à terre, qui sont certainement très importants dans les autres équipes aussi. Voilà, Ronan Lucas, il a, par exemple, chez Bank-Pop, il a une énorme place. Kevin Escoffier avec Armel Lecléache, c'était pas sur le papier un co-skipper, mais ils avaient, je pense, un fonctionnement qui était très proche de ce qu'on a fait avec Charles, au moins sur la partie technique. Quand Kevin était patron du BE. Voilà, quand Kevin était vraiment chez Bank-Pop. Voilà, donc il en existe ailleurs qui sont pas identifiés comme tels. C'est pas marqué forcément co-skipper, mais il y a des duos. D'accord. Il y a des duos qui se créent, très importants chez Charal. J'ai aussi l'impression que avec Christopher Pratt, les années de double, Christopher aussi était très impliqué dans toute la partie technique. Mais ouais, c'est comme d'habitude, hein, c'est l'échange, avoir des gens ouverts et assez humbles aussi, parce que je pense que personne détient la vérité absolue tout le temps. Et qu'il faut être ouvert à d'autres idées et comprendre, être capable d'oublier finalement des certitudes que l'on s'était imaginé avoir et qui peuvent être fausses. Donc voilà, avec Charles, on a refait tourner les roues différemment par moment, j'ai l'impression, et c'était bien. Comment t'as vécu sa route du Rhum? Donc t'étais son routeur? Ouais, j'étais son routeur, j'étais son confident avant de partir. Non, mais Charles, j'ai l'impression que vous êtes amis, hein. Oui. Vous êtes amis et puis des fois, vous avez un long historique ensemble. Enfin voilà, je remets quelques éléments en place, mais j'ai l'impression que j'arrive à le rassurer, Charles. Quand il a des doutes, il m'appelle volontiers, on va dire. Et j'essaye de gommer ses doutes. Charles, il peut avoir des doutes souvent. C'est presque son principal défaut quand il navigue, et je m'en suis aperçu. Alors pas quand il est équipier, pas du tout. J'avais pas l'impression, à moins quand il était à la Volvo. Et par contre, quand j'ai été son équipier à la Volvo, lui il était donc responsable, il était skipper Dongfeng, donc j'ai fait une étape avec lui. Et là, c'était très difficile de le mettre en confiance dans les options qu'on prenait. Et moi, j'étais à la navigation, je remplaçais Bidégory sur cette étape-là. Et des fois, il doutait en permanence. Et du coup, comme il doutait en permanence, on n'avait pas un fil directeur assez fort même dans la route qu'on faisait. C'était très dépendant du classement suivant qui arrivait, quoi. Forcément, dans les classements, il y en a toujours un dans le groupe qui va un peu plus vite que soi. Ce qu'il faut, c'est aller en moyenne plus vite. Bon, enfin, et il doute très facilement. Donc, il peut douter aussi avant le départ ou pendant la course. Donc, moi, j'avais ce rôle-là. Je pense qu'il a confiance en moi. Moi, j'ai confiance évidemment en ce qu'il me dit et ce qu'il ressent. Il a maintenant un très très bon feeling avec le bateau. Donc on est arrivé. Je connais aussi forcément de fait bien le bateau, et on est arrivé à bien se comprendre. Et je pense que ça le rassurait aussi d'avoir mon avis sur ces questionnements, que ça soit technique avant de partir. Alors cette année j'étais un peu moins avec lui, mais je pense que déjà le bateau il était. Cette année, il y a eu les foils V2 quand même, et ça, les foils V2, c'est une histoire longue, et on n'a pas pu les mettre sur la Jacques Vabre, mais normalement on aurait dû les avoir sur la Jacques Vabre, et il y avait des défauts qu'on n'avait pas anticipés. Donc ils ont été mis sur le bateau, mais c'était le travail, on peut dire qu'il était quasi fait, et après il y a eu des petites modifications cet été, et foils V2 ont donné quand même un bon plus au bateau. Sur cette facilité à aller vite, et maintenant c'est vrai que c'est des bateaux, c'est assez incroyable, hein. On borde les voiles au près dans 20 nœuds, on est à 30 nœuds, quoi. Au VMG de près, quoi. C'est vraiment au près que les bateaux ont pu s'améliorer. Alors au portant on va à 40 nœuds, mais pas de moyenne déjà. Avant on allait à 34, 35 déjà, en barrant ça allait. Là on va à 38, 39, mais au près avant on allait à 21 et maintenant on va à 30, 31, quoi.
Ça, c'est assez énorme. Et d'ailleurs, ça fait des routes, des routages optimum qui peuvent être assez nord contre le vent. C'est moins drôle, en fait. Alors, autant dire que les IMOCA, c'est l'inverse. Les IMOCA restent très favorables au portant, quand même, et aussi pour le confort, d'ailleurs. Sont très favorables au portant. Bon, pour finir, le Rhum, j'étais à terre, mais alors pas que. Hein. Il y avait Stannone et Rohan Israel. Et Rohan Israel, j'en ai pas parlé, mais il était déjà là en 2010 sur la Volvo. Exactement. Et lui, c'est une valeur sûre techniquement. Météo, stratégie, il réfléchit vraiment bien dans le bon sens. On a la même culture, donc on se comprend assez vite. Et puis Stan amène peut-être une touche un peu différente par moment. C'est un gars extrêmement intelligent et il connaît peut-être moins ce type de bateau, mais il comprend tellement vite que il analyse vite les choses. Il est très constant. Comment dire, c'est l'inverse de quelqu'un qui s'emballe, quoi. Il s'emballe jamais, et ça donne une certaine sérénité dans les dialogues, même dans les prises. Et Charles en a besoin. Il a besoin de cette sérénité, quoi. Il sente qu'on soit serein, qu'on n'est pas en train de se dire. Autant dire, j'ai eu des coups de fil en direct de Charles parce qu'il disait, moi, mais tu vois, ce qu'ils me disent là, t'y crois, toi? Moi, j'étais en voiture, j'étais pas sur le dossier précisément. Alors que 24 heures sur 24, ils étaient dessus. Bon, moi, je faisais un quart la nuit. On partageait le boulot, mais ils étaient en permanence vers l'ordinateur. Hein. Quand j'ai dit, bah oui, tu peux avoir confiance en eux. Ils font que ça. 24 heures sur 24, ils pensent qu'à ça. Donc, c'est pas des mecs. Moi, je fais des courses chez Géant, là, s'il te plaît. Là, je suis en train de faire des courses chez Géant. Donc, y a pas de problème. Voilà. Et ils doutaient énormément. Même si on était 3, on aurait été 15 derrière, il aurait douté. Et j'apprécie, c'est qu'il m'appelle en dernier pour me dire est-ce que tu es sûr donc ça veut dire qu'on a quand même une certaine confiance en ça. Ça l'empêche pas de performer en tout cas. Ah bah évidemment non, mais le doute fait partie. Moi j'aime bien les gens qui doutent. Les gens qui doutent pas, je me suis toujours dit c'est suspect. Ou ils sont inconscients ou ils comprennent pas le problème, quoi. Donc j'aime bien les gens qui doutent. Il y en a qui le montrent plus que d'autres. Hein. Moi je doute, mais j'ai l'impression que les gens croient que je doute jamais, mais en fait je doute quand même beaucoup. Et voilà, donc c'est très important d'avoir des doutes, d'imaginer toujours que l'autre est mieux placé, pourquoi pas. Charles, c'est un peu trop, quoi, parce que derrière ça, il y a un stress énorme, il arrive pas, parfois à pas dormir, etc. Donc il faut le calmer là-dessus. Il avait l'air de dire que quand même avec les travaux qu'il avait fait sur la préparation mentale, ça s'était amélioré. Voilà, ouais. Il en a besoin. Non, mais si. Ah ouais, on en a parlé avant de partir. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a bien identifié la chose. Après, en situation, on aurait dû lui ressortir les cours de préparation mentale à ce moment-là. Mais il en est conscient, donc c'est assez marrant. Mais après, même à la Jacques Vabre, on a eu des fois, bon, heureusement, on avait de l'avance, mais à un moment, l'avance elle diminuait très fortement. Et c'était tendu, hein. C'était pas tendu entre nous, mais tu le sentais qu'il était prêt à se jeter à l'eau, quoi. J'exagère. Et il était au fond du trou. Bon, hein, il faut pas oublier que ça reste quand même un jeu, une course à la voile. Et ça nous arrive. Quoi, si on veut jamais perdre de course, il faut pas partir. Hein. De toute façon, c'est le risque toujours. Mais bon, il était très stressé. Voilà, donc je suis son calmant naturel. C'est pour ça qu'il t'emmène sur le trophée Jules Verne. Ouais. Vous êtes en stand-by. Exactement. Vous êtes en stand-by pour le. Pour l'instant, il n'y a pas trop de fenêtres, hein. C'est pas exactement la fête pour l'instant. Non. T'as quitté formellement. Tu n'es plus à plein temps chez Gitane depuis le printemps, quelque chose, le début de l'année. Ouais, alors on s'est quitté avec une relation, disons, encore contractuelle quelque part, mais c'est vrai que le trophée Jules Verne, c'était dans les projets qu'on avait ensemble. Après les avoir quittés, disons, je les ai pas quittés à temps plein parce qu'en fait, je faisais quelques journées de navigation en juin. On a fait la course à Concarneau quand même. Mm-hmm. Voilà. Et puis j'ai toujours dit que j'étais là comme promis en fait il y a 3 ans pour Charles pour qu'il prépare au mieux sa route du Rhum et quand il avait besoin de moi il pouvait m'appeler en gros. Mais j'avais vraiment cette impression que le travail était déjà fait à 90%. Il y avait peut-être du travail sur lui, sur le confort à bord, mais rien de très fondamental. Et que déjà on savait où aller pour gagner la route du Rhum. Ça dépend toujours un peu de l'adversité, hein. Mais on n'avait pas trop de doute de comment il fallait faire pour gagner la route du Rhum.
ensemble. Donc voilà, donc ça j'ai quelque part fini, mais je savais que cette partie-là, de mon côté, j'allais vite tourner en rond. Et ça m'ennuyait d'être là juste pour être là. Donc même pour Gitana, je pense que c'était pas la meilleure solution de m'avoir à temps plein pour faire ça. Donc voilà, moi j'ai eu la chance avec Charal de m'intéresser à d'autres choses, de découvrir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses. Mais bon, on n'est pas obligé d'y venir. Hein, si, on va. Bien sûr, c'est le bout de l'histoire pour l'instant. Elle n'est pas finie, mais c'est le bout de l'histoire. Mais juste sur le trophée Jules Verne et sur le potentiel d'un bateau comme celui-là sur un trophée Jules Verne, il faut finir. Il faut finir dans les 40 jours pour avoir le trophée. Le potentiel est évidemment là. On voit les différences de potentiel entre Hidek, qui est le détenteur, et Gitana. On l'a vu encore à la Route du Rhum, il est évident. Voilà, mais ça ne suffit pas, on l'a vu. La fiabilité, effectivement, ça va être sur le haut de la pile pour ce trophée Jules Verne. Et puis arriver avec la compétence. La chance aussi, non? Là, il n'y a pas un facteur. Et ça, on oublie de le dire, mais tout record, il y a une grosse part de chance météo. Est-ce que là, la part n'est pas plus importante qu'avant? Plus le record devient difficile. Plus l'aléatoire prend de la place. Ouais, parce que c'est l'aléatoire qui est le plus frustrant, on va dire. Après, être fiable, ça prend de la place. Hein. Oui, je veux dire, toucher un ovni, c'est pas de la fiabilité. Non, mais la dernière fois, on n'a pas touché un ovni. Ok, très bien. Non, il y a un problème de fiabilité. Et malheureusement, des fois, et d'autres bateaux comme, je pensais à Pivia par la Route du Rhum, il était en train de penser quand on entendait la fraiseuse à l'avant de son bateau à l'arrivée de la Route du Rhum, en sachant que ça faisait 4 ans dans un tour du monde qu'il avait fait avec ce bateau, avec cette structure-là. Donc, il y a des fois des choses qui peuvent paraître étonnantes. Et voilà, et même si on a fait énormément, je sais pas, si on a fait peut-être 3 tours du monde, si on calcule tous les 1000 avec Gitana, et peut-être on va casser encore là, j'espère évidemment pas. Et plus le temps passe, plus cette incertitude diminue. Mais elle existe toujours, donc voilà, ça c'est le gros truc. Et après, la météo... Alors même si on a une météo un peu moins bonne, je pense qu'on peut quand même battre le record, mais il faut pas qu'elle soit trop moins bonne. Voilà où on en est, l'équipage il est top. On prend beaucoup de plaisir à naviguer ensemble, et sur 40 jours ça compte. et voilà, il y a une bonne ambiance avec David, avec Yann, avec Morgan, avec Erwan, c'est vraiment sympa. Donc on a tous voulu repartir ensemble et j'espère que ça sera une belle histoire. Eh ben on va croiser les doigts aussi, que le cortège de dépression à un moment laisse la place à un flux de nord-ouest, c'est ça que vous attendez, et puis l'alignement, c'est vrai que là, pour l'instant, pour aller jusqu'au sud. Il y a un blocage au 270. Voilà. Si on regarde le cap du vent, ça a du mal à aller un petit peu à droite, suffisamment tôt et suffisamment longtemps pour dépasser Cap Saint-Vincent. Pour l'instant, c'est le problème. Dernier petit mot pour ce qui est des ultimes. Qu'est-ce que tu penses du Tour du Monde en ultime et en solitaire, l'Arkea Ultime Challenge Brest? C'est pas une mince affaire, ça c'est sûr. Il y a pas beaucoup de monde qui ont fait quand même ce Tour du Monde en solo sur ces bateaux-là. Il y a Thomas, il y a François. Donc ça va, c'est vraiment un gros challenge et ça va faire de belles histoires. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait tout le monde à l'arrivée, à encore régater jusqu'à l'arrivée. C'est un peu le problème des premiers Vendée Globe finalement. Le premier Vendée Globe, le classement a été fait en Afrique du Sud pour diverses raisons, ou de performance ou de fiabilité. Ce qui m'ennuyait un petit peu quand on me disait pourquoi tu fais pas le Vendée Globe, je répondais souvent ça, c'est que la régate elle se passait sur 2 semaines et autant arrêter la course là et repartir. Ça s'appelle la Volvo Ocean Race. C'est pour ça que j'ai aimé la Volvo Ocean Race. C'était pas le cas la dernière Vendée Globe, hein. Donc ça a changé. Voilà, j'espère que la course sera, même pour les marins à bord, je pense que c'est beaucoup plus sympa si la course elle aille jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas trop de déchets avant. Alors contrairement au Vendée Globe, les arrêts sont pas disqualificatifs, même si on peut perdre des journées à s'arrêter, mais ça permettra peut-être à plus de monde d'aller au bout. Gros challenge logistique. Ouais, le logistique, bon, c'est surtout pour les marins qui seront dessus, hein. C'est quand même long, c'est pas des bateaux. Je parle des escales autorisées. Ouais, des escales autorisées, mais même pour la course en elle-même, ça va être nerveusement difficile, je pense, pour les marins. Ça t'intéresserait une course comme ça? Oui, T'as candidaté? J'ai pas candidaté en vérité, mais c'est dans mes cordes, ouais.
Et un dernier petit mot, qu'est-ce que tu penses, quelle est ta position sur la fameuse histoire, le conflit entre le design et d'adéquation à la jauge de SVR Lazartigue et la classe ultime? C'est quoi tu t'es jamais exprimé dessus? Bon, je pense que ça a pris des proportions bien plus importantes que ce que ça aurait pu être. Je trouve pas qu'il y avait un intérêt à rendre ces discussions grand public déjà d'une part. C'était pas forcément la meilleure solution pour assainir le dialogue. Au contraire, ça a jeté de l'huile sur le feu. Et que il y a jamais eu une voie technique constructive qui a été proposée pour répondre à quand même une interdiction qui a été émise par 2 fois par World Sailing finalement. Et oui, je comprends François qui dit qui a des arguments pour dire ce que dit World Sailing, ce que dit l'arbitre finalement est opposable on peut s'y opposer. Il a des arguments qui sont pas jetés du tout. Et je comprends sa frustration de se dire voilà, les arbitres sont pas bons sur ce coup-là et ça l'embête. Et jusqu'au bout, il a dit non. En gros, ce qu'il dit, c'est que j'ai raison et que mon bateau, il est dans les règles. Le problème, c'est que les règles, il y a une interprétation derrière et que l'interprétation, il y a un arbitrage et l'arbitrage, il faut malheureusement s'y confronter. On n'a pas trop d'autres choix. Dans les instances sportives, c'est comme ça que ça se passe. Et des arbitres sur un terrain de foot, on voit très bien que les joueurs souvent ils sont contre l'arbitre, surtout en foot. Donc à un moment, parce que par 2 fois ça a été émis l'interprétation et le jugement a été fait par 2 fois, j'ai l'impression, par World Sailing. Donc à un moment il faut s'y soumettre et proposer quelque chose technique pour répondre. Et moi je pense pas, et j'ai pas l'impression que la réflexion elle ait été menée assez loin et précisément. Je pense pas que la solution technique soit si complexe et que l'idée de François et de l'équipe de Merconcept, une idée performante, soit complètement gommée. Au contraire, il a vraiment moyen d'y répondre de façon intelligente. Et à partir du moment où il propose une solution technique, je pense que là, le dialogue, il va y avoir une négociation parce que évidemment, la limite entre règles, c'est pas blanc ou noir. Donc, à un moment, il y aura une négociation. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Mais il faut aller dans ce sens. Et j'espère que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Semble-t-il. Et je trouve ça très bien. Et j'espère pour lui que le bateau ne va pas changer son concept à cause de ça. Et je pense, moi, en ayant regardé, évidemment peut-être moins qu'eux, mais j'ai quand même regardé, qu'il y a des solutions techniques en modifiant de façon relativement modeste le bateut. Voilà. Sans dégrader l'esprit du design, son esprit et l'intérêt qu'il y trouve et l'idée qu'il a eue qui est bonne. Voilà. Après, est-ce que j'aimerais naviguer sur un bateau comme ça? Pas forcément. Je pense que ça enlève un peu de plaisir aux navigants. Déjà, juste de plaisir, et c'est important d'y penser. Aux sensations que l'on a à bord, au plaisir, etc. Et c'est un peu dommage d'être dans une cave. Mais je disais aussi pour Thomson au Vendée Globe, et même même pour le grand public, je trouve pas ça bien. Les images qu'on a vues de Thomson, on a l'impression que c'était filmé dans un studio à Los Angeles, quoi. C'était plus un mec qui faisait le tour du monde. Et je pense pour les complotistes, on peut dire qu'il a pas fait le tour du monde et qu'on n'est pas allé sur la Lune et que lui il a pas fait le Vendée Globe. Bon, je te laisse la responsabilité de tes propos. Alors on va finir cet épisode avec l'IMOCA. Puisque enfin, après tant d'années de carrière, t'as fini par t'intéresser à l'IMOCA. On m'a forcé. On t'a forcé. Non, des blagues à part. On t'avait jamais vu naviguer en IMOCA. T'as jamais fait de Jacques Vabre avec quelqu'un. Et puis voilà, on t'a vu arriver dans l'équipe dans Charel et dans l'équipe de Jérémy. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement qu'est-ce qui fait que tu t'y intéressais, comment t'es arrivé dans cette équipe et quel est bon, ton rôle, on le voit à peu près, mais comment du coup quel input tu amènes dans une équipe comme celle-là? Alors je suis arrivé dans l'équipe
Alors Jérémy, on a navigué pendant l'étape de Dongfeng. Il était à bord aussi, donc c'est presque la fois la plus longue que j'ai navigué avec lui. Et puis après, il m'a sur Char-Alain, avant le Vendée Globe, il m'a dit est-ce que tu veux faire une nuit avec nous on a les nouveaux foils, ils avaient une foil V2. Tu pourras nous dire ce que tu en penses. Je dis, et moi, ça m'intéresse, comme à chaque fois, je suis super curieux. Et c'était effectivement une des classes que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. Et donc, j'arrivais avec pareil, avec une expérience qui n'était pas du tout celle du monde de l'IMOCA en général et du monde du Vendée Globe. C'est pour ça qu'il te demande de venir. Et c'est peut-être pour ça qu'il me demande de venir, effectivement. Il y avait Morgan aussi, mais Morgan, lui, il connaissait plus les bateaux. Et quoi dire, par ailleurs, je suivais parce que c'est la classe en course au large où il y a le plus de bateaux neufs, où il y a le plus de nouveaux architectes, où il y a le plus de nouveaux concepts. C'est quand même une classe super dynamique, et quand on aime l'architecture et la performance en bateau, c'est incontournable, quoi. Mais même, je pourrais même dire ça des 40 pieds, avec plein de bateaux neufs. Le problème des 40 pieds, c'est que la jauge interdit quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas de foil, il n'y a pas toutes ces choses-là, donc il y a un peu moins. Le champ de développement est le champ est moins attractif d'un œil extérieur, voilà. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait avant tout. Les bateaux en eux-mêmes, c'est pas les bateaux où on prend le plus de plaisir. Mais les quelques navigations que j'ai pu faire, on va revenir après au début de la question, mais en ultime, j'ai jamais eu, on va dire, on a perdu un peu le plaisir de voir 10 bateaux bord à bord à se tirer la bourre, avec un qui avance mieux à un moment, un qui avance moins bien à un moment. Ça se joue à une manœuvre. En ultime, il y a le développement plus la course en flotte. On crée de l'écart et puis c'est plus rien, quoi. Là, ça joue, c'est difficile d'être devant. Il y a des références qui sont bien identifiées, certes, mais c'est pas encore nous, donc il y a du challenge aussi pour monter les échelons. C'est un peu comme l'état d'esprit de la Volvo 70 finalement, et c'est un peu dans le même état d'esprit que j'aime la chose. Et voilà, et donc juste avant quelques mois avant le départ du Vendée Globe, il me dit est-ce que ça t'intéresserait de participer au tour de table, pas au tour de table, mais à être autour de la table pour le nouveau bateau, avec évidemment son bureau d'études, avec Pifou, Pierre-François Darny et Nico Andrieux et Jérémy. Est-ce que tu veux être avec nous pour réfléchir sur ce nouveau bateau? On a l'accord du sponsor, etc., etc. Et la première réunion, et donc il m'a intégré très tôt, ce qui m'a bien plu quand même, tellement tôt, c'est il avait même pas décidé quel architecte, quoi. Donc ça, déjà, c'était une marque de confiance qui m'intègre assez tôt, et on a discuté aussi déjà sur le choix des projets des architectes. Et voilà, et Jérém m'a montré une belle ouverture, dans le sens où déjà il a demandé quasiment à tous les architectes, même à ceux qui soi-disant n'étaient pas en vogue à ce moment-là. Et voilà, moi j'avais suivi de loin ou de près les nouveaux bateaux qui allaient partir pour le Vendée Globe, avec Sam et l'Occitane, etc. Je lisais les choses, j'ai beaucoup apprécié la façon que Sam présentait son bateau, avec le bon sens que je ressentais derrière ses propos sur ses interviews, hein. C'était vraiment un œil extérieur. Et voilà, donc on a rencontré du monde. C'est vrai que moi j'appréciais de voir, de pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un que je connaissais pas. J'avais par ailleurs des très bons avis sur lui à travers Gauthier Sergent, qui a travaillé avec lui. Gauthier, qui est un ami avec qui je fais du vélo, en l'occurrence, qui est chez Alinghi en ce moment, avec sa Manuard aussi un peu d'ailleurs. Donc le monde est petit. Et voilà, donc on s'est mis d'accord avec Sam, ce qui m'a plu effectivement, de découvrir les SCO, parce que c'est un peu un spécialiste du SCO, avec des très bons arguments. On a d'un commun accord avec Jérémy, on a quand même fait venir Martin Fischer à nouveau. Mathieu Durand et Martin Fischer, les deux, et Nat Cheever, parce que non, Nat Cheever était là avec Samanuar, c'était dans l'équipe de Samanuar avec Nicolopoulos. Alors Sam, il travaille pas il est pas dans un cabinet, il a plutôt une formule à Verdier, quoi. Il a une équipe de freelance autour de lui, avec qui il collabore Nicolopoulos, souvent. KND, et Roland Kittler.
un Allemand qui fait le le VTT. Vous aurez compris que Franck n'est pas Moi, très je doué suis en pas nom de très bon famille. en Si nom. vous le croisez une fois, Redites-moi votre nom. Et donc, des gars que Nicolopoulos, je connaissais vraiment de nom, j'ai découvert là. Et voilà, ça faisait franchement de la qualité autour de la table. Et voilà, donc c'est vraiment ce que j'aime. Spécialiste de la perf en TP52. Hein, oui, entre oui, autres. exactement. Voilà, qui a une vision autre des bateaux très franco-français. Et il a Voilà, balance. j'aime bien avoir des gens qui ont un autre discours que ce qu'on croise sur les pontons entre Port-la-Forêt et Lorient, parce que je pense que des fois on tourne en rond, et c'est pour ça que des fois on voit des bateaux où les erreurs sont répétées. Et d'avoir des avis un peu nouveaux et neufs, c'est vachement important, parce que ça gomme ce genre de problème, de faire des redites de défauts. Et voilà, après cahier des charges, sponsor qui est assez impliqué et qui adore la technique aussi. Ça, c'est, je trouve, très agréable d'avoir parce qu'il y en a qui peuvent dire oui, mais il est là, il peut donner son avis, mais tant mieux, quoi. Je pense que s'il comprend l'enjeu de nos réflexions, la prise de risque que l'on a quand on dessine un bateau, c'est vachement important pour un sponsor, parce que prise de risque, on la prend en commun. Dans une prise de risque, il y a une part de risque, donc on peut se tromper. Mais en même temps, si on prend pas de risque, on n'aura jamais un bateau différent et meilleur que les autres. Donc ça, Mathieu Bigard était très impliqué très tôt. Il a été présent au premier brainstorming que l'on a fait avec l'architecte choisi, donc Sam. Je me rappelle, c'était quelques semaines avant le Vendée Globe. On était encore dans le Covid time, donc on était tous en conf call, sauf certains au Sable d'Olonne. Et puis on a mis un peu les bases de chacun, comment ils voyaient l'histoire. Quels allaient être les problèmes dans l'histoire de la conception? Est-ce qu'il fallait se méfier c'est aller jusqu'à la politique avec l'IMOCA, qui est les règles, jusqu'où on peut les pousser. C'est pas comme la Volvo. Pour moi, c'était assez clair, c'est que c'était très différencié entre celui qui écrit la règle, celui qui la fait appliquer, et celui qui interprète une discussion entre la règle et celui qui fait appliquer. Celui qui fait appliquer, c'est pas lui qui doit faire la règle, en gros. Ça, c'est important. Bon, en France, l'histoire fait que c'est comme ça, et qu'il faut faire c'est intégré, quoi. C'est intégré. C'est une particularité, donc il faut en tenir compte, surtout qu'on avait pas mal d'idées d'innovation. Et voilà, j'ai bien aimé justement cet état d'esprit, cette envie d'innover, de prendre certains risques et de faire des choses différentes, et d'avoir cette feuille blanche, d'avoir les moyens de faire une feuille blanche, de récupérer rien d'autre autour, et de partir. Voilà. Donc pendant 2 ans de conception et de construction, j'étais là plus ou moins présent, parce que j'étais chez Gitana d'une part, donc je suivais les trucs dans les prises de décision. Autour des foils, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aller assez loin, parce que manque de temps, peur du risque, mais des idées, il y en avait plein. Et c'était vachement agréable, et d'avoir des gens comme Martin Fischer aussi, moi je trouve ça toujours... Martin, il arrive toujours à mettre en équation nos intuitions. Alors des fois, la mise en équation fait qu'on se trompe dans notre intuition, et c'est agréable d'avoir quelqu'un comme ça qui arrive à formaliser et rationaliser les choses. Mathieu Durand, qui est top aussi, qui est chez Ineos. Alors les deux sont chez Ineos, et Nat maintenant aussi, mais bon, Nat, il venait d'entrer chez Ineos, donc c'est des gars extrêmement brillants, quoi. Voilà, donc j'ai appris plein de choses. Et quelque part, j'ai un attachement avec ce bateau, parce que très tôt, j'étais là, et j'ai envie qu'il marche, quoi. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des modifs à faire, mais j'ai vraiment envie qu'il marche, et je vais faire tout pour. Et tu vas faire la Jaguar. Et je vais faire la Jaguar. Alors, je sais pas si ça a été annoncé officiellement. Bon, mais non. Dès le début. Enfin, non, c'était une des possibilités. Mais... Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, bah, du coup, elle est confirmée. Merci. T'as un scoop ou quoi? C'est une grande première pour toi de faire de l'IMOCA en course. Oui, carrément, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est une grande première. Et ça je vais acheter un casque pour dormir, quoi. J'ai bien compris. Ça n'a pas pour autant attisé un peu une envie de Vendée Globe. Là, tu m'as dit Tour du monde ultime, c'est dans mes cordes, mais là, le Vendée Globe. C'est dans mes ouais. Si, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Sur un malentendu. Hein? Sur un malentendu. Sur un malentendu. Non, franchement. Plus qu'avant, quoi, en tout cas. Ouais, plus qu'avant. C'est sûr que le fait d'intégrer avec Charal dans une histoire d'IMOCA. Mais voilà, c'est pas le parcours en lui-même qui me fascine, c'est la compétition dans une classe où au Vendée Globe il y aura 15 bateaux neufs à une de départ, ce qui est un record. Et c'est ça qui m'excite, quoi. Et de se battre pour être dans la position qu'a eu Apivia ces 2 dernières années, où il a eu un bateau un peu au-dessus des autres, et il a manié son bateau un peu au-dessus des autres. Et je trouve que cet enjeu et ce challenge est super excitant. Donc oui, c'est une des raisons pour laquelle je m'intéresserai même au Vendée Globe. Par contre, The Ocean Race en IMOCA. Et The Ocean Race, alors je suis impliqué avec Eleven Horse en fait. Déjà cette année en tant que spare avec Jérémy. Alors je sais pas si c'est officiel, mais non, je n'ai jamais l'impression. Je crois pas, non. Mais tous les deux, ils ont un équipage de titulaires formé depuis longtemps. Et Charlie Enright a conscience que sur la fin du parcours, il peut y avoir des fatigues. Et donc on est là pour répondre à ça. Et du coup, j'ai fait un petit convoyage avec Eleven la semaine dernière. Et c'est le seul moment où j'ai pu tester le bateau avant qu'il m'appelle pour faire une course. Alors, autant dire, c'est faible. Mais on sera bien entouré par des gens qui connaissent le bateau. Et voilà. Et par rapport au projet Charal, c'est du plus, quoi. C'est des 1000 en plus. Ouais, c'est 10 000, surtout, on connaît un autre bateau, ils ont des solutions techniques intéressantes, et je pense que pour le projet Charal, c'est très bien d'avoir pu accepter, et Jérémy, peut-être c'est encore plus compliqué pour lui, mais d'avoir pu accepter ce genre d'activité avec Eleven. Donc voilà, peut-être je vais découvrir un peu l'Ocean Race. Je pense que l'Ocean Race est en redémarrage. Ça a été dur, cette transition entre le VOR 65 encore très anglo-saxon, et l'IMOCA qui s'appuyait effectivement sur une classe super forte, mais super française encore, quand même, faut le dire. Et le mélange est en train de se faire, mais je pense que l'organisateur de l'Ocean Race s'attendait à avoir plus de motivation de la part des projets français qui sont là pour le Vendée Globe. Il s'est dit, entre 2 Vendée Globe, ma course, elle est géniale. Et c'est vrai que c'est une course, le format, je trouve super sympa. Et en plus, ce que je pense, c'est que celui qui fait l'Ocean Race là, il va avoir un gros plus, un gros bonus pour le Vendée Globe. Parce que mener son bateau en équipage dans le sud, c'est la meilleure façon de connaître son bateau. Et pour ceux qui font que le Vendée Globe, ils vont une seule fois dans le sud en 4 ans. Et autant dire, quand on passe le Bonne Espérance, le monde change quand même. Et ça, on oublie un peu. Et c'est vrai aussi pour le Jules Verne d'ailleurs. Et tout ce qui se passe en dessous, on le voit pas pendant 4 ans, on le voit pas pendant les routes du Rhum ou les Jacques Vabre. Et d'ailleurs, c'est presque la difficulté de concevoir des bateaux qui font les deux. C'est qu'on peut être frustré pendant 3 ans, mais avoir un très bon bateau pour le Vendée Globe. Et ce qu'a montré Jean Le Cam, de façon un peu trop extrême, mais finalement, Jean Le Cam, ça a été avec un vieux bateau, une vieille conception, un de ceux qui a le mieux passé dans le sud. Ou même Bestaven, qui était un ancien bateau. Et ça, on le remarque qu'une fois sur zone, on va dire. Voilà, donc ça, c'est des genres de réflexions, évidemment. L'édition d'après, du coup, cette édition-là va être observée. Voilà, j'ai l'impression. Et celle d'après va être observée, c'est pour ça que c'est important qu'elle réussisse. Et moi, je serai le premier à promouvoir et voire à naviguer pour l'édition suivante, parce que je pense que c'est une super formule pour les sponsors qui s'engagent dans le Vendée Globe et que ils ont envie de faire autre chose entre les 4 ans du Vendée Globe. Et voir de l'international, c'est comme d'habitude, ça ouvre quand même, c'est une vitrine à l'international médiatique qui n'existe pas sur les courses comme le Vendée Globe. Moi, ça te fait un carnet de balles bien rempli pour les mois et les années à venir. Ouais, ça va. Et on n'a pas parlé, tu fais de l'ETF 26 aussi, tu fais des petits trucs comme ça. Ouais, c'est super sympa, ouais, avec Mathieu Salomon, qui m'a invité 2 fois l'an dernier. Et t'as toujours fait des petits trucs comme ça, des petits side projects avec des jeunes notamment. Je me souviens que t'as fait de l'Open 750 à un moment comme ça avec un équipage de la Trinité. J'ai fait du match race à un moment. Ouais. On a été champion de France de match race. J'avais oublié quand j'écris mon truc. Avec ça, c'était ce qu'on faisait un peu en hiver. Ouais, moi j'adore. Hein. J'adore, et le TF26 avec l'équipage là, avec Mathieu et compagnie, on s'éclate bien et les bateaux sont top en fait. Il pourrait être plus polyvalent en changeant des petits trucs, mais dans la brise ça va vraiment vite et c'est challenging. Voilà, donc très beau circuit aussi.
Donc plus la coupe, plus etc. On verra. Très bien. Bah, Franck, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir pris le temps de recreuser quasiment la dernière décennie. C'est un travail de mémoire important. Ah ouais, mais déjà, j'ai perdu tous les noms. Je sais pas si tu as vu. Ouais, donc... mais ça s'exerce. On fera une séance prochainement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de recreuser ce qu'on avait un peu balayé un peu trop vite. Du coup, je pense qu'on a refait une bonne couche. Donc, je le redis, écoutez le premier épisode pour avoir jusqu'en 2010. Ça va être très long. Voilà, ça va être très très long. Vous allez pouvoir passer une petite semaine sur la route ou en train ou en avion avec Franck Verlazaray. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire ce que vous en pensez. On répond à tous les mails à propos des podcasts, à tous les mails en général et en particulier à ceux sur les podcasts. Voilà, on se retrouve dans 15 jours et je n'ai pas encore, j'ai une petite idée, mais je n'ai pas encore d'invité pour dans 15 jours. Salut Franck, merci beaucoup. Merci. Ciao.